Bonjour à vous tous. Chers collègues, nous abordons une série d'auditions et de tables rondes consacrées à un thème central dans notre réflexion sur la résilience, le risque cyber. Pour ce faire, je remercie M. Nadi Bouhana, directeur interministériel du numérique, d'avoir répondu à notre invitation pour ouvrir cette séquence, accompagné par M. Umar Dao, chargé de mission. Nous attendons de cette audition qu'elle nous donne une vision globale du et de la place croissante du numérique dans le fonctionnement de l'État et des collectivités et qu'elle nous permette de prendre la mesure des menaces et des attaques auxquelles la puissance publique est exposée dans l'espace cyber. Alors, comme convenu, monsieur le directeur, je vous propose de commencer notre échange, d'abord, par une intervention d'une quinzaine de minutes, et ensuite, vous serez soumis au feu des questions des députés. Bienveillantes, les questions. Bonjour Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Je démarrerai peut-être par une présentation succincte des métiers de la Direction interministérielle du numérique pour vous permettre de situer en fait son rôle et en particulier sa complémentarité avec d'autres services de l'État et notamment l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est une entité cousine d'une certaine manière. Donc, la direction interministérielle du numérique est une direction qui est placée sous l'autorité d'Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Son rôle, il est multiple. Il consiste tout d'abord à conseiller le gouvernement en matière de stratégie du numérique, conseiller également les administrations dans la meilleure manière de mettre en œuvre cette stratégie. On a un rôle de capitaine d'équipe, puisque chacun des ministères est autonome dans sa politique du numérique, dispose de ses propres stratégie, de ses propres équipes, et on joue un rôle à la DINUM d'animation de ce collectif dans le but de développer des mutualisations, de développer des travaux conjoints et de développer également une stratégie commune au-delà des stratégies sectorielles que chacun des ministères peut conduire. Nous avons également un rôle d'opérateur, et là c'est plus original par rapport à ce que l'on pourrait retrouver dans des grandes entreprises privées, par exemple, de ce que l'on appelle une DSI Group. En matière de réseau, de télécommunications, c'est ma direction qui a conçu et qui opère ce que l'on appelle le réseau interministériel de l'État, le RIE, qui est un réseau un peu unique qui couvre 14 000 points de présence en France, donc qui couvre pour l'essentiel des sites administratifs, et qui les met en réseau, qui permet à ces différents sites de bénéficier à la fois de services communs, mais également d'une protection commune, et j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure en évoquant la crise sanitaire. Nous avons également un rôle, et il se distingue peut-être peut-être des autorités en charge de la sécurité, un rôle de promotion des nouveaux usages. Et on verra au cours de cet échange que c'est toujours ce compromis entre les nouveaux usages, entre la satisfaction des utilisateurs, que ce soit des citoyens ou que ce soit des agents publics, pour leur permettre soit d'accomplir les démarches qui sont attendues d'eux, soit simplement de faire leur travail lorsqu'il s'agit des agents publics. C'est ce compromis entre l'innovation et le progrès et la sécurité qu'il faut trouver en permanence. C'est valable sur, par exemple, les métiers de la donnée, où il faut à la fois protéger des données, mais en même temps les rendre suffisamment faciles à utiliser pour que des nouveaux services s'opèrent, et également la transparence en matière d'action publique puisse être rendue à nos citoyens. Et puis peut-être un dernier métier, qui est plus récent, mais qui est lié au plan de relance, c'est un métier de fonds d'investissement interne, puisque le ministère de la Transformation et de la Fonction publique, et la DINUM tout particulièrement, opèrent un fonds d'accélération de la transformation numérique sur les années 2021 et 2022, dont le but est de soutenir tous les ministères qui veulent rattraper un retard ou prendre un temps d'avance sur leur projet numérique. Voilà, alors ces métiers sont cadrés, puis qui sont encadrés par un décret, le décret 2019-1088 du 25 octobre 2019. Donc ce décret définit à la fois ce qu'est le système d'information de l'État, ce que sont les missions de la direction interministérielle du numérique, mais également ce que devraient être les missions de chacune des directions du numérique dans les différents ministères. À la question et la cybersécurité dans tout cela, évidemment c'est un composant, c'est une composante essentielle de la politique du numérique.
Le chef de file en la matière reste l'ANSSI, mais nous travaillons de manière très étroite avec cette agence, à la fois pour définir des objectifs conjoints, mais mettre en œuvre ces objectifs et contrôler qu'ils sont correctement faits. Je citerai un exemple. Ma direction est en charge d'auditer tous les grands projets informatiques, tous ceux qui ont un coût complet supérieur à 9 millions d'euros, pour s'assurer que ces projets restent bien sous contrôle et vont produire les résultats escomptés dans les budgets et dans le calendrier souhaité. L'ANSSI participe à ces audits pour s'assurer, sur le volet sécurité des systèmes d'information, que finalement ces projets sont conformes et sont engagés dans le respect de ces enjeux de sécurité. J'en ai terminé avec peut-être ma présentation un peu succincte des enjeux de la DINUM, et je suis à votre disposition évidemment pour répondre aux questions. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur. Alors une première question un peu générale, parce que dans votre propos introductif, vous avez présenté la DINUM, mais sans dire forcément de mots sur votre vision de la résilience nationale. Et donc la première question générale, c'est vu de votre fenêtre de directeur de la DINUM, comment vous percevez cet enjeu de la résilience nationale, et quel est votre rôle finalement dans l'atteinte, si vous estimez que c'est un concept qui est pertinent, de cette résilience nationale? Alors je prendrai peut-être deux illustrations pour aborder ce point. Bon, tout d'abord, c'est un constat. Qui parle de résilience se pose assez rapidement la question de la capacité à produire des solutions numériques, à opérer des solutions numériques, à maîtriser leur évolution dans le temps. Aujourd'hui, si on regarde à la fois à l'échelle française et à l'échelle européenne, dans le domaine des matériels, les PC, les smartphones, dans le domaine des OS, il n'y a pas d'acteurs représentatifs avec un volume, disons, représentatif ou une part de marché conséquente de constructeurs ou d'opérateurs européens. Donc il y a un premier constat qui pourrait être un petit peu anxiogène, qui consiste à dire sur ce qu'on appelle les couches basses, donc le matériel et les logiciels d'opération, nous devons composer avec un état du marché qui n'est pas en prise directe avec les forces vives en France ou en Europe. Pour autant, et là je prendrai cette fois-ci, après ce constat un peu général, je prendrai ma casquette de directeur interministériel du numérique et je prendrai l'exemple de la crise sanitaire. Pour autant, il y a une offre suffisamment diversifiée et une capacité, en particulier dans le domaine logiciel, d'innovation au sein de notre territoire, mais également sur le territoire européen, qui mitige d'une certaine manière ce constat un peu anxiogène initial. Lorsqu'on s'est retrouvé confronté pendant la crise sanitaire, par exemple à des difficultés de changer le modèle de travail, d'assurer une continuité du service public en fournissant à un très grand nombre d'agents publics des équipements, des capacités de travail à distance, en fait, nous avons trouvé des solutions. Nous avons trouvé des solutions sur le marché. Nous avons trouvé les solutions avec des personnels qui étaient employés par les différents ministères. Et surtout, nous avons été capables de trouver des solutions rapidement. Ça montre quand même une chose qui est importante. On a un capital humain au sein des administrations et dans la nation qui est à niveau de ce qui peut exister ailleurs et qui permet de réagir aux crises et peut-être, cette fois-ci, de se préparer davantage aux prochaines crises qui pourraient survenir et de mettre à l'agenda des administrations le sujet de la souveraineté numérique, le sujet de la résilience en situation de crise et d'investir encore davantage qu'on a pu le faire par le passé. Je vous disais en introduction que ma direction opère le réseau interministériel de l'État, le RIE. Ce réseau a vocation à accueillir les moyens de communication de crise de l'État, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc on voit bien qu'on est engagé vers une prise de conscience
collective de cette nécessité d'investir dans les hommes, dans les réseaux, dans les systèmes, dans les procédures, pour assurer une continuité d'activité, quoi qu'il arrive. Donc, même si mon propos introductif sur cette question était plutôt anxiogène, je suis plutôt optimiste dans la prise de conscience et dans la capacité à faire de la nation. Sachant que sur la partie hardware, effectivement, dans notre discussion, on peut séquencer les choses par couche, un peu selon le modèle OSI, effectivement, pour simplifier un peu les choses. Mais sur la partie hardware, par ailleurs, on est davantage dans une logique de stock potentiellement que dans une logique de flux, à savoir que si par hasard on avait un problème d'approvisionnement, le fonctionnement hors maintenance ne serait pas perturbé, donc on n'aurait pas une atteinte immédiate aux questions de résilience, enfin au fonctionnement de la nation, d'autant plus que je suppose que vous avez un niveau de stock sur les pièces courantes, enfin en tout cas l'État au sens large se préoccupe d'avoir un peu d'autonomie sur ces stocks en termes de matériel informatique. Mais effectivement, c'est important de rappeler cette dépendance, on va dire, hardware, on va dire, aux pays tiers, en tout cas pour l'informatique du quotidien, puisque je crois que notamment sur le calcul de performance ou autre, on a des acteurs comme Atos, notamment sous l'impulsion du CEA, qui ont développé Atos, anciennement Bull, qui ont développé des systèmes propres. Moi, j'aurais une première... Alors, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les éléments de nature, les chocs de nature à perturber gravement le fonctionnement de la nation et notamment de ses services vitaux. Donc, vous avez parlé du RIE qui couvre donc 14 000 points. Donc, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle est la nature des points qui sont accordés et nous indiquer quels sont les éléments qui pourraient porter atteinte au bon fonctionnement de ce RIE, notamment la dépendance à des opérateurs tiers ou au fonctionnement de l'Internet au sens large. Si vous me permettez, je reviens juste un instant sur le stock que vous avez évoqué. En fait, ce stock a été considérablement étendu, en particulier sur ces 18 derniers mois. Avant la crise sanitaire, l'État était équipé d'un nombre de PC portables en capacité d'accès à distance au système relativement limité, à moins de 100 000. En juillet 2021, donc 15 mois après le début de la crise sanitaire, nous avons dépassé les 350 000 agents qui sont entièrement équipés pour travailler à distance. Et on le voit bien dans les nouvelles formes de travail qui sont très hybridées, avec du télétravail partiel, des réunions qui se tiennent avec des agents sur site et des agents à distance. Finalement, ces nouvelles formes de travail qui s'imposent sont rendues possibles par un effort de rattrapage assez conséquent et la relève du niveau de stock sur, en particulier, ces équipements qui étaient plutôt rares et ces pratiques professionnelles qui étaient plutôt rares au sein de l'État avant la crise sanitaire. Alors, concernant le RIE, en fait, il y a deux volets très importants à avoir en tête. Le premier volet, c'est celui de la capillarité du réseau, la possibilité d'aller atteindre des sites présentiels physiques. Je citais 14 000 points de présence en France. Ce sont 14 000 sites administratifs en métropole et dans les territoires d'outre-mer qui sont raccordés à ce réseau. Et être raccordé à ce réseau, c'est pouvoir accéder à des ressources, des bases de données, des sites d'information, des logiciels qui sont proposés au sein du ministère en question ou par d'autres ministères. Donc ça crée, c'est le premier élément, ça crée une bulle qui est sécurisée, qui est supervisée 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, une bulle de confiance entre les acteurs. Mais ça ne suffit pas. Évidemment, une grande partie des interactions s'opère avec le monde extérieur. Les entreprises, les citoyens, des partenaires tiers. Et ce réseau sécurisé, il a vocation à échanger en permanence avec ce monde extérieur. Et on le voit bien. Historiquement, il fallait le voir plutôt comme ce que l'on appelle de la défense périmétrique, donc une ligne Maginot et des agents protégés contre les influences extérieures. Mais ça a considérablement évolué. Aujourd'hui, le système du réseau interministériel de l'État, au-delà de cette bulle interne, c'est aussi des échanges avec le monde de l'Internet qui sont rendus extrêmement nombreux, là aussi par une bascule massive des agents à leur domicile ou en mobilité.
Et donc c'est un univers qui est beaucoup plus composite qu'il ne pouvait être par le passé. Et c'est aussi ça qui fait d'une certaine manière un renforcement très, très, très concret du niveau de résilience de l'État. C'est qu'en concentrant et en maîtrisant les points de sortie, les points d'échange, il est possible d'améliorer le niveau de sécurité d'ensemble, d'y mettre les forces, les expertises, d'y mettre les moyens techniques pour conserver ce niveau de résilience. Et c'est là aussi quelque chose qui est important à avoir en tête. C'est une gestion permanente du risque qui est opérée par mes équipes en la matière pour rendre les services possibles, échanger avec les tiers, tout en contrôlant les flux qui sont échangés. Alors vous évoquiez le sujet de la dépendance aux opérateurs. Là aussi, c'est un paradigme qui a évolué dans le temps. Historiquement, on avait plutôt tendance à confier des réseaux à un opérateur et à assurer une relation de confiance avec cet opérateur. Aujourd'hui, pour diversifier le niveau de risque, et donc le réduire et l'éparpiller sur plusieurs dépendances, d'une certaine manière, nous assurons des réseaux qui s'appuient sur des opérateurs multiples, et d'une certaine manière, nous réinternalisons au sein de l'État la capacité d'animation de ces différents acteurs. Donc là aussi, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Pour renforcer la résilience, nous mettons davantage de sous-traitants, mais nous réinternalisons une partie des fonctions critiques, et en particulier les fonctions d'architecture et les fonctions de reconfiguration du réseau en cas de crise. Alors, je continue si Monsieur le Président l'autorise. Ce que vous me dites, grosso modo, c'est je fais fonctionner le RIE donc en m'appuyant sur des liaisons qui me sont fournies par des opérateurs privés, tiers, et grâce à la diversification et aux garanties de temps de rétablissement contractuel, je peux être assez serein sur le bon fonctionnement de ce réseau. Sauf que ces garanties de temps de rétablissement des opérateurs, dans les clauses contractuelles, excluent souvent les cas de force majeure. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est justement ces cas de force majeure où, typiquement, pendant la crise sanitaire, les opérateurs, même si on peut supposer qu'ils sont OIV, ont peut-être des difficultés à fonctionner, puisque les collaborateurs ne peuvent pas se rendre chez eux, ou parce qu'il y a une utilisation massive ou un accident cyber. Et donc, dans ce RIE, je suppose que, sans rentrer dans des détails classifiés, si toutefois il y en a, je suppose que vous avez quand même une granularité qui fait que vous avez des sites très sensibles sur lesquels vous êtes en mesure de les interconnecter en maîtrisant vous-même les couches basses, en éclairant votre fibre, etc. Et puis des sites moins sensibles sur lesquels vous appuyez sur des opérateurs tiers. Et puis même sur les 14 000, il y a peut-être même des sites qui sont reliés en passant par l'Internet sur lesquels vous vous contentez d'un cryptage ou quand les gens sont en télétravail. Donc, est-ce que vous pourriez quand même nous donner un aperçu de savoir si dans ce RIE, il y a des sites les plus sensibles sur lesquels vous assurez une maîtrise de bout en bout? Je pense notamment aux préfectures. Est-ce que nos préfectures savent communiquer avec l'échelon central au niveau national sans passer par des opérateurs tiers, ou est-ce que ces opérateurs tiers sont nécessaires à la bonne communication avec ces préfectures, par exemple? Je vais commencer par peut-être par expliciter le fait que si on regarde ce qui s'est passé sur la dizaine d'années qui vient de s'écouler, qui est le temps de vie du réseau interministériel de l'État, la continuité de service a toujours été assurée, y compris au pic de crise sanitaire que nous avons connu. Donc ça passe effectivement par une différenciation du niveau de sensibilité des sites et une adaptation du réseau de collecte, par exemple. Donc c'est le dernier kilomètre, la manière d'atteindre ce réseau en utilisant des technologies qui peuvent être diversifiées, qui sont distincts selon la sensibilité du site. Vous citiez les préfectures, on peut en évoquer d'autres sites qui sont également ce niveau de sensibilité. Dans le RIE, il est prévu qu'il y ait une granularité suffisante qui garantisse une diversification de technologies, d'opérateurs, de matériel pour les sites qui sont les plus sensibles, qui, en cas de crise marquée, devront continuer à communiquer quoi qu'il arrive. Et cela peut passer en particulier par des technologies qui sont intrusives sur les réseaux des opérateurs. Je citerai le réseau radio du futur, donc qui est le futur réseau mobile
de la police et de la gendarmerie, donc des forces actives, qui a des capacités d'intrusion et de priorité sur les réseaux opérateurs, ça constitue une des composantes qui va intégrer, lorsqu'il sera déployé, le réseau interministériel de l'État, et donc qui garantira également cette capacité de disposer d'une bande passante garantie et d'une connectique garantie partout sur le territoire national en fonction des crises qui peuvent survenir. Donc on peut aller effectivement assez loin dans ce traitement spécifique des sites les plus sensibles. Sur les 14 000, on estime qu'il y a entre 1 500 et 2 000 sites qui auront vocation à bénéficier d'une résilience renforcée. Donc je me permets juste de reformuler pour être sûr d'avoir bien compris. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, la stratégie est davantage de s'appuyer sur une diversification des opérateurs avec lesquels vous avez des contrats particuliers pour assurer cette résilience, et non plus sur une maîtrise de bout en bout des couches basses de ces réseaux sur lesquels vous avez la main. Donc ce n'est pas du tout un reproche, hein, ça se trouve c'est la meilleure stratégie en résilience, c'est juste pour qu'on ait bien conscience de ça, parce que c'est le mouvement qu'on observe chez différents services de l'État. L'autre, vous citiez les réseaux radio du futur, les gendarmes aussi, ou autres, sont en train de passer de réseaux qu'ils maîtrisent en propre, c'est-à-dire d'antennes sur leur base de gendarmerie avec des opérateurs de maintenance qui vont et qui ont leurs propres caractéristiques, vers l'usage de radios type 4G, 5G, sur lequel il y a d'autres critères de résilience. Par exemple, autant les gendarmes sont assurés par la couverture de zone, parce qu'ils doivent intervenir en tout temps, en tout lieu, autant un opérateur est plus intéressé à la couverture de population. Et quand vous avez un avion qui se crache en plein milieu de la montagne, il faut trouver des systèmes complémentaires pour toujours avoir la télécommunication, puisque le réseau de l'opérateur privé ne couvre pas peut-être cette zone. Et donc, ma dernière question, compte tenu de la stratégie, et ensuite, bien entendu, je laisserai la parole, c'est est-ce que vous avez imaginé en matière de réseau des cas les plus critiques qui ne permettraient pas au réseau des opérateurs privés de fonctionner et donc de vous délivrer du service et du backup ultime, que ce soit par voie hertzienne ou par voie satellitaire? Est-ce que quelque part, vous avez par exemple 10 téléphones satellitaires en mesure d'être projetés vers des préfectures qui seraient coupées du monde pour continuer à assurer une télécommunication avec eux? Alors, je répondrai à la première partie de votre question. Tout d'abord, je vous disais en introduction, le rôle des directions du numérique, c'est d'assurer le bon équilibre entre le progrès et la réponse au service et la sécurité et la résilience. Le premier enjeu, c'est de nous assurer que nous arrivons à accompagner la transformation numérique des organisations et de leurs méthodes de travail. Cela passe par des services à valeur ajoutée, beaucoup plus de bandes passantes que par le passé, du service multimédia, on voit bien avec le développement de la visioconférence ou de l'audioconférence, qu'on ne peut pas se satisfaire des moyens HF des années 80 qui ne sont absolument pas en capacité de véhiculer ce type de trafic. Donc il y a un premier enjeu qui est d'apporter le service attendu, sachant que si on n'est pas en mesure de l'apporter, ça sera le développement de ce que l'on appelle le shadow IT, donc la débrouille. Chacun devra faire avec les moyens du bord en utilisant l'Internet gratuit, les services gratuits sur Internet, avec les enjeux de souveraineté et de protection des données que nous connaissons. Donc premier enjeu, il est là. Et donc ça veut dire s'appuyer sur des industriels qui investissent considérablement en hommes, en moyens, en machines, en ressources, pour garantir un niveau élevé. Néanmoins, ce n'est pas suffisant. Rendre le service n'est pas suffisant, et donc pour apporter la protection et la résilience en situation de crise, qui sont deux composantes différentes, hein, protéger les données et nous assurer, quoi qu'il arrive, que ça continue à fonctionner même en mode dégradé. Alors il y a des stratégies qui sont mises en place, des stratégies de protection, de chiffrement, par exemple, d'interception des menaces et des attaques, et des stratégies de diversification, donc d'appui sur un nombre qui peut être important selon les sites d'opérateurs, et une gestion de cette bascule la plus automatique possible pour rendre le service de continuité. C'est clairement une stratégie qui permet de combiner les deux objectifs, les services attendus et la résilience. Vous m'interrogiez sur les moyens de dernier recours.
Bon, moi, dans mon parcours, j'ai passé pas mal de temps sur ces sujets-là, en particulier pour les services de l'État à l'étranger. Évidemment, nous avons une capacité de déploiement de ce que l'on appelle des bulles tactiques. Et si jamais des crises majeures devaient survenir, comme on a pu en connaître à Toulouse il y a quelques années, ou sur d'autres points du territoire, l'appui, en particulier sur le réseau radio du futur, le RRF, et sur les autres moyens de l'État, font partie de la batterie de solutions qu'on est capable de déployer, justement pour assurer cette continuité de communication en situation de crise. Donc ça passe par des moyens HF, des moyens satellitaires en particulier. Madame Brunier, vous souhaitiez poser une question? Oui, merci Monsieur le Président. Vous avez répondu en grande partie à mes questions grâce à l'intervention de notre rapporteur. Le plus souvent, vous partez du postulat que Internet continuerait de fonctionner. On parle potentiellement de la crise d'opérateurs, mais le problème de la résilience, justement, est de n'exclure aucun risque. Et je me rappelle, en l'an 2000, cette grande inquiétude que nous avions d'un plantage du système Internet, alors qu'à l'époque, nous étions beaucoup moins dépendants de ces systèmes. Aujourd'hui, est-ce que votre direction serait à même de répondre si tant est que le réseau Internet était amené à planter? C'est peut-être l'un des risques d'une attaque terroriste, d'une cyberattaque terroriste qui pourrait conduire à un plantage massif du réseau Internet. Et donc tout à l'heure, vous parliez des nouveaux réseaux déployés par la gendarmerie. Je suis députée d'un territoire qui a été concerné par la tempête Alex. Et nous avons eu donc au moment de cette tempête une difficulté qui a été que les réseaux de voirie ont été coupés. Or, la fibre avait été déployée dans l'intégralité des villages, ce qui a fait que, évidemment, il n'y avait plus de route, donc plus de fibre, donc plus d'Internet. Les communications avec les secours ont été complexifiées d'une manière démesurée. Nous n'arrivions plus à avoir le moindre contact avec les opérateurs sur place. Et dans ces cas de figure, on s'est rendu compte que malgré les téléphones satellites dont pouvaient disposer certaines collectivités et la gendarmerie, il était encore très difficile de pouvoir entrer en communication avec les personnes sur place et de pouvoir organiser les secours. Est-ce que votre direction a travaillé sur un retour d'expérience de ce genre de situation? Et est-ce qu'aujourd'hui, on est à même de pouvoir répondre à ce genre de difficultés sur le territoire? Je vous remercie. Il y a un scénario, effectivement, qui est à l'esprit chaque fois que l'on construit des stratégies de continuité d'activité ou de reprise d'activité. C'est celui de la panne majeure d'Internet. C'est effectivement un scénario auquel il faut se préparer, en espérant qu'il ne se produise pas. Et d'une certaine manière, la mise en place de ce RIE, qui est étanche d'Internet, qui a des ponts avec le monde Internet, mais qui s'appuie sur des ressources qui sont dédiées à ce réseau, même si elles sont opérées par des opérateurs, mais elles ne sont pas mélangées avec d'autres ressources. C'est une force si jamais cet événement devait se produire. Mais ça ne suffit pas, parce que nous avons de plus en plus d'applications, parce qu'on parlait des réseaux, mais au-delà des réseaux, il y a toutes les applications informatiques qui permettent de travailler au quotidien dans les services de l'État, qui permettent également d'échanger avec les citoyens, de leur permettre de faire leurs démarches, de leur fournir leurs droits. Et donc, on a de plus en plus d'applications qui s'appuient sur ce que l'on appelle le cloud, donc l'informatique dans les nuages. Une stratégie a été définie, a été publiée par circulaire du Premier ministre le 5 juillet dernier, qui définit justement ces problématiques de confiance dans l'univers du cloud. Pour essayer de la synthétiser, cette circulaire invite évidemment les administrations à se saisir des enjeux du cloud. Donc, ça peut pouvoir faire de l'informatique continue, ce qu'on appelle le DevOps, pouvoir souscrire en mode locatif à des services sur étagère, plutôt que réinventer en partant de la feuille blanche des logiciels qui pourraient exister par ailleurs. Donc tout ça, c'est des possibilités qui sont ouvertes par ces nouvelles technologies, enfin ces technologies qui existent déjà depuis une bonne dizaine d'années. Donc la circulaire, elle incite les administrations à s'en saisir, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment, parce qu'on a à la fois cet enjeu de devoir assurer une continuité de service sur les applicatifs les plus critiques,
Et on a également un enjeu de protéger les données des Français, des agents publics, des entreprises également. Et cette circulaire, elle trouve un compromis justement entre l'appui sur les services qui peuvent être fournis par des acteurs industriels, les acteurs commerciaux, et la nécessité de maintenir au sein de l'État des compétences et des infrastructures pour accueillir des systèmes dits critiques. Alors, ça ne répondra pas à toutes les situations de crise qu'on peut rencontrer. Effectivement, lorsque les routes sont coupées et les fibres arrachées, et lorsque vous n'avez plus aucun mât qui permet de déployer des antennes 4G ou 5G, mécaniquement, malheureusement c'est les lois de la physique, il n'y a plus de solution immédiate de communication, si ce n'est des communications satellites, mais dont les débits sont quand même relativement limités et dont les déploiements ne sont pas à portée notamment du grand public. Donc il y a des situations qui resteront des situations de crise. Je vous disais, on est capable de déployer des bulles tactiques qui permettent en particulier pour les autorités et les forces d'intervention de se coordonner, mais ça ne permettra pas d'atteindre ou d'assurer la continuité de communication pour tous les citoyens. Donc il y a des situations qui sont des situations de crise où forcément les réponses ne peuvent être que des réponses partielles pour garantir les communications critiques. Mais ce qui est important de noter, c'est que la stratégie d'ensemble de l'État en matière de numérique prend en compte ces besoins de continuité, de protection, mais en même temps d'apport de nouveaux services à des usagers qui sont de plus en plus exigeants, puisqu'ils ont l'habitude désormais, avec leur smartphone, avec l'ensemble des services qui leur sont proposés dans la vie courante, d'accéder à des ressources numériques, mais également des agents publics qui doivent être fiers de leur outil de travail et surtout ne doivent pas être déclassés par rapport à ce qui peut exister dans les entreprises privées. Donc c'est cet équilibre qu'il faut trouver en permanence entre les opportunités et les menaces. J'aimerais vous poser une question. Alors tout à l'heure, et vous revenez sans cesse sur ça, je trouve que c'est très bien, tu as juste trouvé ce compromis entre l'innovation, le progrès et la sécurité. Juste dans l'actualité très récente, on a vu que le QR code du président de la République avait été diffusé par rapport à sa vaccination. C'est quelque chose qui échappe à votre contrôle, évidemment, mais d'une manière générale, ma question porte plus sur la protection des données. Et dans quelle mesure vous estimez notre degré de perméabilité par rapport à des cyberattaques? On voit qu'il y a des hôpitaux, en particulier un dans ma circonscription, qui ont été victimes justement d'un vol de données, ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez nous garantir, ou dans quelle mesure vous pouvez nous garantir que cette protection des données est totale? Alors, vous dépassez un peu le cadre de ce que ma direction sait faire. Je pense que le directeur de l'ANSSI sera plus à même de répondre sur ces sujets de cybersécurité et de défense contre les attaques. Bon, néanmoins, les investissements sont faits, en particulier au sein de l'État, pour relever le niveau de protection. Et c'est une course permanente entre les attaquants et les défenseurs. Donc il n'y a pas de risque zéro en la matière, je pense que tout le monde en a bien conscience. Mais c'est en continuant à investir à la fois dans les expertises et dans les outils techniques qu'on arrivera à relever le niveau face aux attaques. Mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il y a un sujet qui est essentiel, c'est celui de la culture de la donnée. Et ça, c'est malheureusement, je dirais, parce que c'est le plus difficile à faire, cela concerne tout le monde. Les décideurs publics, les agents publics, mais tous les citoyens, les chefs d'entreprise. Donc, finalement, pendant des années, on a été bercé par l'Internet gratuit. L'Internet gratuit où on peut se servir de services prêts à l'emploi sans trop prêter garde à ce que l'on donnait en échange. Bon, tout ça, c'est un peu derrière nous, mais enfin, ça reste dans la culture collective. Si c'est gratuit, c'est que c'est bon et que c'est facile à utiliser. On sait bien que ce n'est pas exactement cela. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est ça, aujourd'hui, le concept qu'il faut avoir en tête. Et donc, si c'est vous le produit, c'est que vous acceptez de donner vos données ou les données de votre entreprise, vos usages, à des tiers qui sauront les monétiser ou les détourner. Donc, il y a un problème de prise de conscience collective sur le pouvoir des données, leur potentiel, la nécessité de les protéger, en même temps qu'il peut être important de les faire circuler, de les partager avec d'autres. Une des actions de ma direction, c'est ce que l'on appelle le « dites-le-nous une fois ». Donc, c'est faire en sorte qu'une administration qui possède une donnée
puisse la mettre à disposition d'autres administrations pour éviter que, encore et encore, on demande les mêmes justificatifs aux citoyens lorsqu'ils changent de périmètre administratif. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu de partage des données, mais de partage de confiance des données. Et pour, d'une certaine manière, acculturer les décideurs et les citoyens à ce risque, qui est la mise à disposition large des données, et bien d'une certaine manière, l'événement que vous avez cité, qui est la diffusion sur Internet d'informations confidentielles, je pense que ça y contribue. C'est-à-dire qu'on voit bien que les données doivent être protégées, qu'il y a des attaquants qui vont chercher par tout moyen de se procurer ces données à des fins assez peu recommandables, et donc il est nécessaire de s'en protéger. Mais ça passera par une éducation collective en la matière, qui commence sans doute dès les plus jeunes années. Moi, je suis horrifié, je vous l'ai dit, quand je vois qu'il y a des grands groupes comme Facebook qui envisagent de construire des solutions pour les moins de 13 ans. Donc, je pense que c'est un âge où vous n'avez pas du tout encore été acculturé au risque de la donnée. Et donc, c'est les premières années, jusqu'à la majorité, ce sont les années où vous pouvez vous éveiller à ce potentiel de la donnée, mais au risque de les compromettre. Et tant que ce travail n'est pas fait, on continuera à, je pense, prendre des risques difficilement régulables. Parce que ce sont des risques comportementaux. D'accord. Madame Brunier, pour rebondir, et ensuite, monsieur le rapporteur. Oui, pardon, j'en profite que vous parliez de cette question des échanges de données entre services. On nous explique souvent, notamment en matière de dossiers police, que les choses sont très compliquées pour un transfert de données personnelles entre les différents services du fait de la RGPD et de la CNIL. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez donc des ouvertures législatives, réglementaires, qui permettent d'avoir véritablement ce transfert des données? Pareil, je pense à la matière médicale, on nous a expliqué pendant des années que ceci était très compliqué de mettre en place un dossier médical personnel du patient, du fait de cette difficulté de pouvoir se communiquer des données personnelles des usagers d'un service à l'autre. Bon, il y a des textes en fait qui encadrent le partage de données entre administrations qui rendent possible la circulation de ces données. Évidemment, la CNIL veille à ce que les finalités de ces données ne soient pas détournées. On imagine bien un scénario où l'ensemble des données seraient mises à disposition d'une administration afin de contrôle et de surveillance de masse, mais ça n'existe pas en France. Donc, nous n'avons pas d'approche de cette nature, nous avons plutôt des approches ciblées qui permettent, par exemple, entre la sphère sociale et la sphère fiscale, de partager des informations et éviter de redemander aux citoyens son revenu fiscal de référence quand il s'agit de solliciter une aide sociale. Donc, il y a des finalités qui doivent être explicites, que la CNIL contrôle, et qui rendent possible le partage des données. Donc, parfois, on doit l'avouer, parfois les administrations utilisent cet argument pour ne pas aller au bout de la logique du partage des données. Ça peut être une bonne excuse de dire que la CNIL est contre la simplification. Bon, pour travailler régulièrement avec les services de la CNIL, on voit bien que c'est beaucoup plus mesuré que cela. Dès lors que la finalité est claire et qu'elle est bien encadrée, il est tout à fait possible d'opérer, d'organiser ce partage des données. Je suis moins compétent en matière de données de santé pour vous répondre, mais je ne suis pas certain que les difficultés qu'ont pu connaître certains grands projets dans ce domaine soient du fait des impossibilités juridiques de partage des données. Madame Mauborgne. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais merci pour vos propos, même si j'ai pas pu assister à l'intégralité de votre intervention. Je m'inquiétais de la question de la résilience européenne par rapport aux cybermenaces. La semaine dernière, le forum de la cybersécurité s'est tenu avec un certain nombre de préconisations, dont plusieurs sur lesquelles j'aimerais avoir votre avis. La première, c'est sur approfondir la boîte à outils cyberdiplomatique européenne,
avec enrichir les outils, demande d'information et d'action corrective, dresser une liste noire des entreprises ayant vendu des entités à certains régimes, opérationnaliser la clause de défense mutuelle des États membres. Voilà, j'aurais aimé avoir votre avis sur ces questions. Merci. Je suis désolé de vous décevoir, mais ce sont vraiment des champs qui sont très éloignés de mon domaine d'intervention, donc je ne saurais pas vous répondre. Monsieur le rapporteur. Oui, donc pour rebondir sur ce qui a été dit là, concernant les systèmes d'information et les forces de l'ordre, juste une petite anecdote. Je posais hier soir la question à quelqu'un qui est assez connaisseur sur le sujet en disant mais pourquoi les patrouilles de police aux États-Unis des fois ils vont sur un site avec uniquement une ou deux personnes et chez nous c'est moins la culture. Et une partie de la réponse a été de dire que côté américain, il y avait une connaissance du fait du partage de fichiers beaucoup plus importante des zones où on allait intervenir en termes d'antécédents judiciaires, de possession d'armes, etc., qui faisait que au moment du déclenchement d'intervention, il y avait beaucoup plus la capacité de bien dimensionner les forces. Voilà. On a eu quelques exemples, notamment de tirs sur les forces de l'ordre récemment, où on avait des données auxquelles les forces de l'ordre n'ont pas eu accès, notamment chez les personnes qui sont de nature survivaliste ou autres, qui ont des détentions d'armes. Voilà. Donc je pense que effectivement, j'ai bien noté que la CNIL n'était pas forcément l'élément bloquant, mais je voulais juste signaler que je pense qu'on a énormément on a encore, même si NeoGen, même des systèmes comme ça ont permis d'avancer, qu'on a encore beaucoup de progrès à faire sur la mise à disposition des données auprès des forces de police et de gendarmerie pour bien savoir où ils mettent les pieds. Mais alors, moi, j'avais une première question. Je m'intéresse toujours à la résilience des réseaux avant d'en venir aux usages. Je voulais savoir quand même si vous avez une estimation du nombre de bulles tactiques dont on dispose. Parce que les bulles tactiques, ça permet de manière très localisée, on va dire, d'apporter une solution de contournement quand le réseau primaire, j'allais dire, est HS. Mais il se peut des fois qu'on ait des éléments qui touchent notre pays de manière peut-être soit systémique ou soit de manière régionale. Et donc, je trouve qu'il est toujours intéressant de savoir de combien de bulles tactiques nous disposons. Je ne sais pas si vous serez en mesure de répondre à cette question. Et plus globalement, je me posais également la question de l'indépendance par rapport à l'Internet. Ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que quand je regarde la géopolitique au niveau international, je me rends compte que dans les grands compétiteurs stratégiques mondiaux, tous se préoccupent aujourd'hui de l'indépendance de leur réseau Internet. Les Chinois le font, et pas que pour des raisons de maîtrise de l'information, mais aussi pour des questions de résilience, me semble-t-il. Les Russes le font. Les Américains n'ont pas besoin de le faire, puisque c'est eux qui ont les clés d'Internet. Je parle sous votre contrôle sur des sujets de gouvernance, de serveurs, DNS ou que sais-je. Les Anglais non plus ne se posent pas trop la question, puisque leur dépendance aux Américains, on va dire, leur pose pas de difficultés. Et donc, quand je regarde les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, je me dis en fait que les Français, finalement, on risque d'avoir une faiblesse à ce sujet-là et plus globalement la plaque européenne. Et donc les questions que j'aimerais vous poser, c'est déjà, comment évaluez-vous le degré de fonctionnement des opérateurs télécoms sans Internet ? Est-ce que, par exemple, le réseau mobile français fonctionne sans Internet ? Est-ce que vos interconnexions dans le cadre du RIE fonctionnent sans Internet ? Et deuxièmement, est-ce que vous ne pensez pas, question difficile, on est là un peu pour vous pousser dans vos retranchements, qu'à un moment donné, si on veut être vraiment résilient, il faut qu'on se repose la question de la maîtrise de notre Internet, alors pas de tout Internet, parce qu'effectivement, il y a des hébergements forcément qui sont en dehors de nos frontières européennes, mais à minima, d'avoir une certaine maîtrise de la manière dont fonctionne Internet, à l'image de ce que font les Chinois ou les Russes, puisque si un jour on a une confrontation avec eux, eux seront en mesure de perturber gravement notre réseau. Nous, on aura sans doute beaucoup moins cette possibilité, ce qui nous posera un problème géostratégique très important. Bon, je vois que vous essayez de me pousser dans mes retranchements, effectivement. Je ne peux pas vous répondre sur les bulles tactiques. Je pense que c'est le ministère de l'Intérieur qui aura les chiffres à jour sur la capacité de projection de ces bulles
sur le territoire national, d'autant plus que c'est une donnée qui est fluctuante, puisque ce réseau radio du futur dont je vous parlais est encore au début de sa construction et est en cours de mise en place progressive. Sur la question d'Internet, sur le champ de ma direction, ce que je regarde, évidemment, c'est l'impact sur les services de l'État, pas tellement sur l'économie française et sur la vie quotidienne des Français. Je pense que il faudra probablement interroger plutôt le ministère de l'économie, la direction générale des entreprises, par exemple, pour disposer d'une vision peut-être plus précise sur ce niveau de risque. Mais je vous apporterai quand même quelques éléments que j'ai sur le sujet. On a fait, comme je vous le disais, sur le domaine État, on a fait en sorte, pas d'être étanche vis-à-vis d'Internet, ça, ce qui n'est pas possible, mais de pouvoir fonctionner indépendamment d'Internet. Alors évidemment, ça rend impossible, en particulier, le travail à distance, puisque par définition, pour pouvoir travailler à distance, vous transitez par Internet avant de pouvoir rejoindre votre réseau protégé professionnel. Donc, il y a forcément des impossibilités qui sont induites par cela, mais nous avons une capacité de travail, de continuité qui existe réellement. Et je vais vous prendre l'exemple à nouveau de la crise sanitaire, parce que c'est une question qui s'est posée réellement pendant la crise. Une des questions qui se posait, c'est est-ce que on ne serait pas confronté à une situation où, par exemple, les fournisseurs de logiciels non européens accorderaient une préférence de transit et de trafic aux ressortissants ou aux entreprises de ces pays non européens. C'est une question très concrète qui s'est posée. Et c'est l'une des réponses que l'on a trouvées pendant la crise sanitaire, c'est de nous appuyer sur un écosystème de partenaires qui sont des partenaires français et européens. Dans les moyens de crise que nous avons déployés, je vais prendre un exemple, c'est celui de la messagerie instantanée. Nous avons déployé pendant la crise sanitaire une messagerie instantanée qui couvre désormais 250 000 agents de l'État, qui couvre d'ailleurs des députés et des sénateurs, qui s'appelle CHAP. Nous nous appuyons sur une PME franco-anglaise et qui a mis en place un code en logiciel libre, donc un code ouvert, pour déployer et opérer ce service, qui du coup est autonome. Il est autonome d'un interventionnisme potentiel d'acteurs extérieurs à l'État. Idem sur ce que l'on appelle le collaboratif, donc les outils collaboratifs, les outils d'échange, documentaires en particulier, entre les agents publics. Nous avons travaillé avec 2 PME françaises pour monter une plateforme pendant la crise sanitaire. En quelques mois, c'est 170 000 agents publics qui se sont connectés à cette plateforme, qui ont créé leur compte et qui ont commencé à partager des documents, à travailler à distance. Idem sur les plateformes de visioconférence. Et, il y a eu énormément de discussions sur le sujet. Est-ce qu'on prend les solutions gratuites proposées sur Internet ou est-ce qu'on essaye d'avoir des solutions dont on saura garantir à la fois que les communications ne sont pas interceptées et qu'on saura garantir la résilience en cas de saturation? On a préféré au sein de l'État investir sur des solutions là aussi en logiciel libre, mais investir sur l'opération de ces systèmes. Donc je ne réponds pas directement à votre question qui est la fragilité d'Internet, enfin de l'Internet européen pour les citoyens. Ce que je vous dis, c'est que si jamais il devait y avoir une crise grave sur Internet, l'État continuerait à tourner. Et les moyens qu'on a mis en place, qui sont étanches par rapport, pas simplement aux technologies et aux opérateurs d'Internet, mais également aux grands fournisseurs de logiciels et aux opérateurs cloud, qui aujourd'hui sont prépondérants à l'échelle mondiale, d'une certaine manière, nous nous en sommes affranchis. Et ça continue, enfin ça gardera une continuité, nous permettra d'obtenir une continuité de service si jamais cette situation devait se présenter. Évidemment, si Internet tombe, il y a d'autres dommages que sur l'État, sur les entreprises, sur les citoyens, sur l'accès aux loisirs, à l'éducation, au transport, etc. Et ce scénario catastrophe, il n'est pas construit avec ma direction. Je pense qu'il y a d'autres entités de l'État qui travaillent sur ces questions-là. Alors, juste quand même pour vous challenger sur le fait que le RIE fonctionne si l'Internet ne fonctionne plus. Le RIE, donc on l'a vu, dépend d'opérateurs télécoms. Donc est-ce que vous avez la certitude que ces opérateurs télécoms savent fonctionner sur Internet, sachant que vous pourrez aller dans quelques NOC ou centres de gestion des incidents opérateurs? Je vois beaucoup d'applications en mode web, et donc je ne suis pas persuadé que l'ensemble de ces opérateurs savent fonctionner sans
sur Internet, mais peut-être vous allez me rassurer à ce sujet-là. Et ma deuxième question était de dire, que pensez-vous de faire un RIE finalement grand public, d'une certaine manière? C'est la question que je vous ai posée, de dire, est-ce qu'on peut concevoir que compte tenu de la vitalité des usages de l'Internet, par exemple dans le secteur de la santé, qui ne concerne plus uniquement des tâches administratives ou autres, qui concernent des process métiers. On a vu sur les hôpitaux qui avaient été cyberattaqués une très grande difficulté à fonctionner. Est-ce qu'on peut concevoir une dépendance stratégique majeure à ce sujet, alors que notre pays a toujours cherché à se prémunir des grandes dépendances stratégiques en matière d'alimentation, en matière d'énergie, et que pour être faible, il suffit d'avoir une seule dépendance pour avoir un problème de résilience. Voilà, donc deux questions emboîtées l'une dans l'autre. Alors, au-delà du périphérique de l'État, donc, le service public, évidemment, est fourni par d'autres acteurs. On peut citer les collectivités territoriales, on peut citer les hôpitaux, on peut citer les universités, un certain nombre d'autres opérateurs, la sphère sociale, qui ne sont pas directement dans le champ d'intervention de l'État. Je dis bien d'intervention parce qu'il y a d'une certaine manière cette autonomie qui est revendiquée, qui est assumée par ces acteurs. Pour autant, dans les stratégies numériques que nous déployons, nous mettons en place des lieux de partage des bonnes pratiques. Nous mettons en place des recommandations. Je citais l'exemple du cloud. Le cloud, la stratégie cloud au centre, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui a été publiée par le Premier ministre début juillet. Elle concerne avant tout les services de l'État. Mais évidemment, on verrait avec un très grand intérêt l'arrivée des autres partenaires du service public pour se saisir de ces considérations, qui sont des considérations de protection, tout en permettant, excusez-moi de radoter d'une certaine manière, mais tout en permettant l'arrivée de ces nouveaux usages qui sont attendus par les citoyens. Donc, l'idée de construire un Internet étanche français du reste d'Internet peut être séduisante en théorie. Je pense qu'elle n'a aucune chance d'être mise en place. Elle n'a aucune chance d'être mise en place parce que ce sont des investissements colossaux. Et surtout, la richesse d'Internet, aujourd'hui, c'est de pouvoir accéder à des ressources qui ne sont pas simplement celles qui sont fournies, par exemple, sur le territoire français. Et donc, la question, c'est comment on fait pour rendre impossible, ce serait sans doute un terme trop fort, mais rendre extrêmement compliqué la compromission globale du réseau Internet. Bon, ça, je pense que tous les contributeurs à ce monde Internet, que ce soit sur les routeurs, que ce soit sur les DNS, que ce soit sur les multiples serveurs qui assurent le fonctionnement d'Internet, ils ont effectivement ce risque majeur en tête. Et l'éparpillement des investissements, des nœuds de réseau aux quatre coins de la planète participe à la réduction du risque. Je dis réduction du risque parce qu'on sait que ce risque n'est pas zéro, encore une fois, qu'il y a un nombre limité d'acteurs qui ont une place prépondérante dans le fonctionnement de ce réseau. Donc ce risque existe. Donc ce qui est important au niveau de la nation, c'est déjà de nous assurer que l'État puisse continuer à fonctionner, même si c'est en mode légèrement dégradé, voire un peu plus dégradé que légèrement. Mais il y a un premier niveau qui est que le service public continue à tourner pour rendre le service aux citoyens, quand bien même on rencontrerait un scénario de crise majeure. Ensuite, sur les incidences autres, en particulier sur le secteur économique, ou les autres que j'ai cités tout à l'heure, culturel, éducatif, transport, etc. Ce sont forcément des stratégies de repli qu'il faut imaginer. Demain, s'il n'y a plus Internet, comment le commerce ou comment le fonctionnement des entreprises peut s'opérer sur des périodes durables? Bon, je pense que j'ai pas de réponse à cette question. Je pense qu'au ministère de l'économie, il y a des cellules qui doivent réfléchir à ces scénarios. Bon, en tout cas, je note une réponse qui n'est pas affirmative sur la garantie de fonctionnement du RIE sans Internet. Alors j'ai mal entendu, et donc je pense qu'il serait quand même intéressant d'imaginer un crash test de ce fonctionnement de service si un jour Internet était coupé, ce qui devient quand même une éventualité de plus en plus probable, soit suite à un incident technologique
ou si les marines de guerre en ce moment référencent les câbles sous-marins, c'est pas juste comme ça pour s'occuper parce qu'elles n'ont pas d'autre chose à faire. On est dans un monde de compétition où des adversaires stratégiques peuvent déployer des menaces hybrides ou peut-être des choses qui n'étaient pas imaginables hier le deviennent aujourd'hui. Et donc, il faut à mon sens, qu'on se préoccupe de ça. Par ailleurs, je ne sais pas si mon idée est bonne, et mon idée n'est sans doute pas l'autonomie d'un réseau Internet européen, mais simplement une maîtrise des dommages qui seraient engendrés par la rupture d'un câble sous-marin ou par ce que pourrait faire un État tiers. J'observe que sur les questions de frontières, si on se remet 2 ans auparavant, qu'on aurait eu un échange dans cette salle, est-ce qu'on aurait pu imaginer la fermeture de la frontière entre la France et l'Allemagne? J'observe que quand la situation se tend, comme elle s'est tendue d'un point de vue sanitaire, les frontières qu'on pensait inexistantes ou inutiles, il peut avoir des réflexes nationalistes, ou en tout cas des réflexes, qui peuvent faire en sorte que ces frontières apparaissent rapidement. Et la mission, en tout cas telle que je la conçois, est de prévoir le scénario du pire et de me poser la question de savoir si on ne devrait pas anticiper ce genre de scénario, d'autant plus que j'observe que les autres le font à l'échelle internationale. Voilà, c'est ce qui m'amène à poser cette question non pas d'un cloisonnement, mais en tout cas d'une capacité à faire fonctionner notre réseau Internet avec plein de services qui seraient dégradés. On n'aurait plus WhatsApp, on n'aurait plus accès au GAFA, par exemple, ou à Telegram, mais en tout cas, sur lequel on aurait peut-être nos services hospitaliers pourraient fonctionner, ce qui serait hébergé en France pourrait fonctionner. Il me semble que cette question mérite de se poser en complément du risque cyber, qui est un risque qui suppose un bon fonctionnement du réseau par ailleurs. Et donc j'ai juste une dernière question pour ma parfaite information à ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du contrôle des autorités américaines sur le fonctionnement du réseau Internet? En gros, une question simple, est-ce que les Américains, selon vous, parce que la gouvernance d'Internet repose quand même beaucoup sur eux, ont la capacité d'un clic de couper l'Internet français? Avant de répondre à cette question, je reviens juste sur ce que vous avez dit précédemment. La dépendance des opérateurs sur lesquels nous nous appuyons à une panne massive d'Internet, c'est un risque qui est détecté. On ne sait pas aujourd'hui l'objectiver, le mesurer, mais nous prenons nos dispositions, en particulier pour être capables de reconfigurer nos réseaux, même si les opérateurs devenaient défaillants, ou une partie des opérateurs devenaient défaillants. Il y a des points centraux, il y a des points critiques dans les réseaux, les routeurs en particulier, qui assurent l'acheminement et le réacheminement des flux, et donc la reconfiguration de la topologie des réseaux lorsque des problèmes surviennent. Dans le schéma stratégique du RIE que je mets en place au sein de ma direction, on a cette reprise en main de la capacité de configurer et de reconfigurer les routeurs, et ça c'est quelque chose d'assez puissant parce que ça réduit la dépendance aux opérateurs. Si jamais certains devaient devenir défaillants, au moins les nœuds critiques que sont les routeurs, on garde la main dessus et on est capable d'éviter les points de défaillance pour nous remettre sur des chemins plus sains. Et c'est cette multiplication d'opérateurs qui constitue, encore une fois, cette réduction du risque global que l'on espère. Alors il y a toujours un scénario où ils sont tous compromis en même temps, mais il faut bien qu'on définisse des scénarios auxquels une réponse peut être apportée, et le scénario où tous les opérateurs sont compromis en même temps est une réponse à laquelle aujourd'hui il n'y a pas de solution miracle. Deuxième point que vous avez évoqué, on l'a vécu en fait il n'y a pas très longtemps. Il y a une crise majeure avec un data center qui est parti en fumée dans l'est de la France, qui a touché des dizaines de milliers d'entreprises. En fait, il ne faut pas oublier des choses très basiques. Quand vous faites de l'informatique, vous êtes obligé de penser ces scénarios. Ce qu'on appelle les plans de continuité d'activité, les plans de reprise d'activité, ce n'est pas simplement pour un effort documentaire. C'est quelque chose auquel il faut que vous pensiez et que vous soyez en mesure de les mettre en œuvre. En fait, ce qui s'est passé suite à cet incident majeur, qui a touché vraiment beaucoup d'acteurs, c'est que l'État était très très peu concerné. Les services qui étaient concernés
ont immédiatement basculé sur un plan de continuité d'activité. Et donc, ce travail à froid que l'on fait de préparation aux crises, le jour où la crise survient, si vous l'avez fait suffisamment, vous êtes à peu près au niveau pour réguler l'impact de la crise. Voilà. Bon, maintenant, concernant votre dernière question, est-ce que, à ma connaissance, quelqu'un aux États-Unis peut appuyer sur un bouton qui éteint l'Internet français? Je n'ai aucune information en la matière, malheureusement. Je ne peux pas vous répondre ni dans un sens ni dans l'autre. J'ai juste une petite question, puisque, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, justement, mais dans la crise qu'on vient de vivre, sanitaire, il y a un choix qui a été opéré pour travailler avec Doctolib. Comment ça s'est-il fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les... Voilà, comment l'État a fait confiance et ça s'est mis en place? Alors, c'est une décision du ministère de la Santé. Ma direction ne participe pas à ce type de prise de décision. Bon, ce qu'on observe peut-être, et là j'apporterai plus un regard d'utilisateur ou un regard un peu plus distant, c'est que a posteriori, ça s'avère être un bon choix, puisque ça a largement participé à la campagne de vaccination. Donc on aurait pu peut-être émettre des doutes au moment où la décision a été prise, mais force est de constater que ça semble être plutôt gagnant comme pari, et que les acteurs protection de la donnée personnelle sont suffisamment pris en considération en France pour parier sur le fait que les données qui ont pu transiter par les Doctolib et autres ne soient pas détournées à d'autres fins. Voilà. Monsieur Buantan. Oui, merci, Monsieur le Président. Je veux juste avoir une petite précision en termes de transmission de données. Donc, si demain, on a un câble sous-marin qui est sectionné ou parce qu'il a subi une attaque, on a éventuellement donc des transmissions satellitaires. Aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne? Quelle capacité ces transmissions peuvent supporter? Et est-ce que nous détenons, nous tout seuls en France, une capacité suffisante ou est-ce que c'est européen? Ou alors, je dirais, européen et américain? Ce sujet, en fait, du backbone, donc du squelette des réseaux de communication, est évidemment quelque chose qu'on regarde de très près au sein de ma direction. Et d'ailleurs, on y consacre des investissements importants. Et le plan de relance va venir soutenir également ces investissements, donc faire en sorte qu'on ait des acheminements multiples pour que, en cas de compromission d'un point, une rupture de câble, sous-marin, mais ça peut être également des coups de pelleteuse qui coupent des artères très importantes de données entre Paris-Lyon, Lyon-Marseille, Toulouse, etc. Donc ce sont des situations qui sont vécues. Aujourd'hui, on en vit quelques-unes. J'ai en tête quelques événements de cette nature-là où des artères sont tranchées. Et c'est important, là aussi, de nous appuyer sur des technologies différentes et sur des opérateurs différents. Des opérateurs qui utilisent tous la même technologie ou tous le même matériel, en fait, c'est une faille. Parce que le matériel peut être un point de fragilité, où la technologie, parfois, peut être compromise. On sait que certaines technologies sont sensibles à la météo, là où d'autres le seront beaucoup moins. Donc, c'est cet assemblage, ce panachage de technologies, d'opérateurs et de matériel qui réduit le niveau de risque. Bon, je dis bien réduit le niveau de risque, parce que là encore, on n'aura jamais un risque zéro sur les réseaux, on le sait, mais on réduit ce niveau de risque et on fait en sorte qu'on soit capable de reconfigurer à la volée, avec des agents qui sont 24 sur 24, présents sur site dans mes directions, donc qui sont capables de réorienter le trafic pour assurer une continuité de service. Donc, on n'a pas jusqu'à présent rencontré de situation de coupure complète sur des artères principales. Ça arrive sur des sites d'extrémité. Je vous disais qu'il y a 14 000 sites. Évidemment, il y a des milliers de sites qui sont sensibles à une panne locale. Ça existe. Parfois, c'est une panne électrique. Parfois, c'est effectivement une panne de réseau. Mais les sites stratégiques, les sites critiques de l'État, ils ont redondance électrique, ils ont redondance d'arrivée de câbles, ils vont avoir redondance d'opérateurs, etc., justement pour mettre le niveau de résilience au maximum de ce qui est raisonnable de faire. Oui, en fait, ma question, c'est plus en fait les transmissions entre continents. C'est pour ça que je vous parlais des transmissions satellitaires.
Là, vous me parlez de ce qui se passe en France. Je comprends bien qu'évidemment, nous avons des moyens de rerouter des transmissions pour pouvoir acheminer les informations jusqu'au bout, y compris via le sans-fil ou autre. Mais quand on est entre deux continents, comment ça se passe? Il y a une quinzaine d'années, à l'époque, je m'occupais des télécommunications du Quai d'Orsay, et donc effectivement, ces sujets de gestion de crise et de communication longue distance étaient critiques. La capacité satellitaire était réduite. Et donc effectivement, disposer de bandes passantes volumétriques sur de l'intercontinental était difficile. Aujourd'hui, en fait, on voit un peu le contraire, c'est-à-dire qu'on a pléthore de constellations bas débit, d'offres de communication satellitaire qui s'installent, qui se déploient avec des investissements assez massifs, et donc la capacité existe. Donc la question, c'est comment on intègre cette capacité à notre pilotage global de réseau. Ce que je vous disais avec le réseau radio du futur, on doit effectivement également le penser avec des offres satellitaires. Ce n'est pas encore fait parce que ces offres ne sont pas encore arrivées à maturité, mais dans le plan de montée en résilience, la capacité satellitaire en fait partie, et la disponibilité de capacités, en particulier avec des constellations bas débit, donc qui réduisent considérablement le temps de latence et donc rendent possible du haut débit, de la communication visio, etc., dans de bonnes conditions, va faire partie du panel de solutions. Donc effectivement, le jour où un câble sous-marin est coupé, par exemple avec la Martinique ou la Guadeloupe, ou d'autres territoires ultramarins, on doit être capable de pouvoir basculer soit sur une autre liaison câble, ce qui existe parfois, mais pas dans tous les territoires, soit sur du satellitaire. Oui, alors vous parliez des sites stratégiques. Moi, j'aimerais vous poser une question sur les administrations, les services. Enfin, je reviens sur la question du piratage, en fait, ou de la paralysie. Sur les administrations et services publics de l'État qui sont les plus visés, ciblés par une tentative de piratage de données. Et est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les acteurs de ce piratage ou leur localisation? Bon, je ne veux pas être, forcément démesurément positif sur cette question, mais de ce que j'en vois au sein de l'État, les attaques qui sont nombreuses, hein, on les voit en arrivée sur les réseaux, elles sont nombreuses et on peut considérer qu'il y a l'équivalent d'une attaque majeure par semaine à peu près sur les sites de l'État. Elles ne franchissent pas. Excusez-moi, vous pouvez définir une attaque majeure? C'est une attaque en volume très importante. Qualitativement, c'est plus compliqué à caractériser parce que ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, ces attaques qui ont des volumes importants, par exemple des attaques en déni de service, qui constituent des flux de données très importants, sont arrêtées avant qu'elles ne franchissent les portes du RIE d'une certaine manière et ne puissent atteindre les sites. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune attaque qui atteint des cibles. Je pense qu'il faudrait interroger l'ANSSI, qui a une vision beaucoup plus fine et temps réel, qui monitore les attaques et qui en particulier a été très mobilisé sur les attaques qui ont touché les collectivités locales et les hôpitaux, dont la presse s'est fait écho ces derniers mois. Mais pour l'instant, les attaques que l'on rencontre sont contingentées. Elles sont interceptées. Et donc je ne saurais pas caractériser l'objectif réel des attaquants, puisqu'on fait en sorte qu'on n'arrive pas à cette extrémité et qu'on essaye plutôt de les intercepter plus tôt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune attaque qui franchit, hein, je ne dirais pas ça. Mais en tout cas, il y a une action assez systématique de tentatives d'interception en amont de ces attaques, et pour l'instant, elles sont plutôt concluantes. Je ne sais pas vous répondre sur les provenances. En général, hein, aujourd'hui, toutes les technologies permettent de masquer très largement la provenance, d'autant plus que vous pouvez utiliser en particulier des objets connectés en fait, qui sont extrêmement volatiles, dispersés, très peu sécurisés. Donc il est très facile de constituer des attaques massives avec un tas d'objets qui ne sont pas bien protégés et qui servent de relais pour organiser des attaques. Donc la vraie provenance des attaquants, elle nécessite des investigations qui relèvent plutôt du secteur de la défense que de celle du numérique de l'État. Par ailleurs, si j'ai bien compris, l'attribution de notre doctrine est plutôt un acte politique, au-delà de la détection technique, si j'ai bien compris.
En tout cas, moi, je voulais vous dire, là, il nous reste encore une vingtaine de minutes, je crois que j'ai une confiance, moi, plutôt positive dans notre réponse nationale en matière de résilience cyber. Mais si je me permets de vous pousser dans votre tranchement, c'est que je crois que notre pays est particulièrement exposé et d'ailleurs, c'est beaucoup soucié dans son histoire de son autonomie sur beaucoup de sujets, qui fait que, par exemple, si on regarde l'autonomie énergétique, on y est particulièrement attaché, alors que de l'autre côté du Rhin, on peut se satisfaire d'une dépendance à un gazoduc ou autre. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait une ambition en matière d'autonomie cyber qui est cohérente avec notre histoire et nos responsabilités. Alors, concernant, on a beaucoup parlé des réseaux en tant que tels, j'aimerais vous interroger maintenant, pour ma part, sur les usages et sur les applications. J'aimerais savoir, bon, peut-être que vous nous redonniez quelques exemples d'applications que vous pouvez développer à la DINUM et nous dire si, quand vous concevez ces applications, vous réfléchissez bien à chaque fois au mode dégradé pour avoir d'une certaine manière une résilience by design. Parce qu'on parle de plus en plus de cybersécurité by design. Est-ce qu'on peut également parler de résilience by design en disant que quand je développe une application, je réfléchis quand même en même temps au mode opératoire si cette application toutefois ne pourrait fonctionner. Est-ce que, avant de répondre à cette question, vous me permettez peut-être d'ajouter un point, parce qu'on ne l'a pas beaucoup évoqué, mais je considère qu'il est critique dans les réflexions qui sont engagées, c'est celle des ressources humaines et de la disponibilité des talents. En fait, cet enjeu de résilience, l'enjeu de souveraineté numérique, l'enjeu de continuité, l'enjeu de performance numérique, d'innovation, de potentiel de la data, derrière tout cela, il y a un enjeu majeur, c'est la capacité au sein de la nation de disposer des profils, des hommes et des femmes qui ont les bonnes expertises en la matière, qui sont capables de les maintenir à jour au fil du temps. Parce que sans cela, nous n'aurons pas d'alternative que nous appuyer sur des compétences non européennes, extérieures. Et ça, c'est, je pense, l'enjeu majeur auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Moi, je le vois tous les jours au sein de l'État. Une des caractéristique de ma direction dans le cadre du programme Tech.gouv, qui est un programme d'accélération de la transformation numérique de l'État. Une des caractéristiques qui est regardée, c'est ce qu'on appelle la mission talent, c'est l'attractivité de l'État employeur pour les profils du numérique. Ça touche tous les secteurs du numérique, ça touche celui de la cybersécurité. On partage ces enjeux avec Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSSI, avec toutes les autres directions du numérique. Comment faire en sorte que dans le bassin d'emploi à France, on ait les ingénieurs experts qui sortent d'école, qui sortent d'université, qui ont envie de participer à ces travaux communs, à finalement, c'est ce service d'intérêt général qui est la résilience numérique de la nation. Comment leur donner envie de le faire et comment faire en sorte qu'ils soient suffisamment nombreux. Donc je pense qu'il y a un enjeu majeur qui est un enjeu politique, donc qui dépasse assez largement le cadre de mes prérogatives, qui est d'inciter, de faire en sorte que les étudiants soient incités à faire de la technique, à rentrer dans l'expertise, et pas simplement à devenir chef de projet ou consultant, ou prendre des métiers qui sont éloignés de l'expertise. Parce que ça, c'est facile à avoir, mais avoir des expertises en qualité et en nombre suffisamment importantes pour aller aider les administrations, les entreprises, les opérateurs d'intérêt vital, les entreprises de transport, à se confronter à ces menaces et à saisir toutes les opportunités également dans le domaine du numérique, c'est l'enjeu clé. Et on le voit tous les jours. Aujourd'hui, il y a une capacité limitée de notre réseau éducatif à produire ces talents en quantité suffisante. Alors, on peut se satisfaire en disant, parce que j'ai ces échanges avec mes homologues européens, que c'est la même chose ailleurs. Dans tous les pays d'Europe, c'est très difficile de réussir à faire émerger ces filières en nombre suffisant. Mais quelque part, si on doit essayer de s'attaquer au nœud du problème, c'est celui-ci. Et ensuite, le reste suivra plus facilement. Voilà. Donc, je voulais peut-être juste citer ça, parce que je pense que c'est important si on veut essayer de trouver des solutions qui améliorent la résilience collective. Ça passe nécessairement par un investissement sur les hommes et les femmes qui savent faire. Et donc, s'ils ne savent pas encore faire, les aider à devenir des sachants du sujet et ensuite à mettre leur talent au service
de nos structures. Bon, ensuite, je vais répondre à la question des services que l'on déploie. Je vous ai parlé du RIE. J'ai évoqué tout à l'heure CHAP, qui est la messagerie instantanée, pour faire simple, qui est le WhatsApp régalien, qui trouve son public à une vitesse qui est réellement bien supérieure à celle que l'on imaginait. Les autres services que nous avons lancés donc, dans ma direction pendant la crise, qui sont des services, là aussi, d'intérêt général. C'est-à-dire que nous, on ne travaille pas pour un ministère, on travaille pour l'ensemble des administrations. Et d'ailleurs, on réfléchit, on travaille aussi avec la sphère sociale et avec les collectivités locales pour leur faire bénéficier de ces services. Donc nous avons par exemple lancé une plateforme d'audioconférence. Ça a l'air très bête, mais quand tous les agents sont chez eux et qu'il faut organiser des réunions téléphoniques, vous devez mettre à disposition de n'importe quel agent la possibilité de réserver un pont, sans passer par un secrétariat ou par un dispositif organisationnel complexe. La webconférence, c'est pareil. Tout agent qui est équipé d'une caméra doit pouvoir se connecter à un service de visioconférence et participer à un échange avec des collègues ou avec des entreprises ou avec des élèves, etc. Mais c'est pareil, c'est ce que l'on a fait pendant la crise. Donc ce sont des services qu'on construit, soit qu'on construit nous-mêmes, soit c'est plutôt cela qu'on fait la plupart du temps, en partenariat avec des entreprises de confiance, que l'on opère ensuite et qui sont ouverts à un maximum d'utilisateurs. Et nous allons continuer. Ça porte un nom, c'est ce que l'on appelle le sac à dos numérique de l'agent public, SNAP. D'ailleurs, cette initiative bénéficie d'une visibilité et d'un financement dans le cadre du plan de relance, justement pour démocratiser l'accès à des services de qualité, des services numériques de qualité pour tous les agents publics. Donc, voici quelques exemples en fait, de services qui sont pensés, conçus et opérés par ma direction. Évidemment, pour être complet, j'évoquerai aussi France Connect, mais je pense que tout le monde connaît maintenant France Connect, puisqu'on vient de franchir les 30 millions de Français qui l'utilisent. C'est aussi un des services conçus, développés, déployés par ma direction. Et là aussi, avec un très fort partenariat avec les collectivités territoriales, qui sont incitées à déployer France Connect sur les sites municipaux en particulier, ou de petite enfance. Allez, une dernière question. Finalement, tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir si vous jugez pertinent de reprendre l'approche RIE finalement sur une approche nationale, partant du principe que aujourd'hui, finalement, tout devient sensible et pas uniquement la communication de l'État. Quand un utilisateur est chez lui, c'est sensible. Il est exposé à de la cybersécurité. C'est pour ça que d'ailleurs, quand j'étais rapporteur pour avis de la loi sur la 5G, j'étais plutôt mitigé quand on me présentait des cartes de couverture prioritaire au niveau national en termes de cybersécurité, en disant, mais vous savez, même en ruralité, vous avez des entreprises qui sont extrêmement sensibles. Alors certes, on doit se préoccuper des centres de décision, des centres militaires, mais la sensibilité est de partout. Et donc, de la même manière dont je vous ai posé la question, si le RIE était extensible, j'allais dire, à l'échelle nationale ou européenne, et pour ma part, j'ai la conviction que même si l'idée nous paraît encore un peu saugrenue, je pense qu'on y viendra naturellement sous 5 ans, sous 10 ans, sous 20 ans, enfin l'avenir nous le dira. J'aimerais également vous poser la question de l'extension, de votre avis sur l'extension possible de CHAP au niveau des utilisateurs. Et donc en gros, parce qu'aujourd'hui on utilise soit WhatsApp, soit Telegram, on est soit écouté par nos amis américains, soit écouté par nos amis russes. C'est au choix l'un ou l'autre. Et puis quand on est sur Zoom, on est écouté par les Chinois, donc on peut saluer tout le monde au démarrage d'une conversation Zoom. Donc il me semble pour ma part également nécessaire de se préoccuper de cette question, puisqu'on ne peut plus uniquement répondre en disant oui, mais on diversifie, et si un jour CHAP s'arrête, on passera sur Telegram. Non, parce qu'il y a un pillage organisé et systématique de nos données, et que par ailleurs, j'ai bien aimé tout à l'heure votre approche de dark, en disant si on ne fournit pas le service aux utilisateurs, dans tous les cas, ils l'utilisent par ailleurs. Aujourd'hui, sans citer d'exemple ici, des services importants de l'État s'organisent sur WhatsApp ou sur Telegram. Au niveau politique, c'est de notoriété publique, mais également dans des administrations sensibles, quels que soient les ministères. Je pense qu'on a tous des idées en tête.
Et donc, je me pose la question, finalement, de l'extension d'une messagerie privée, selon des modalités à définir, à l'ensemble du périmètre national. Donc, et bien entendu, ça reposerait sur l'attractivité pour l'utilisateur final. Parce que voilà, si on développe le WhatsApp français, on va bien entendu forcer personne à l'utiliser. Mais je pense que la puissance publique dispose de leviers extrêmement importants pour le faire. On a 800 000 jeunes qui vont faire le SNU chaque année. Il suffit de leur parler chaque année à ces 800 000 jeunes. On va mettre 800 000 utilisateurs en route. Dans l'interface avec les pouvoirs publics, avec son maire, avec autres, on pourrait imaginer, on va dire, des cas d'usage par l'État qui rendraient cette application extrêmement intéressante, on va dire, de manière volontaire pour l'utilisateur, et apporter l'ensemble des garanties aux utilisateurs sur le fait que l'État n'en profite pas pour écouter ce qui se passe, enfin pour qu'il y ait des garanties, j'allais dire, en termes de liberté personnelle. Donc pour évaluer cette idée, j'aimerais simplement terminer par cette question en disant, finalement, Chap, vous avez combien d'utilisateurs et combien ça vous coûte? Parce que moi, mon ordre d'idée, c'est que ça coûte de l'ordre de 1 € par mois et par utilisateur. Peut-être que c'est sous-estimé. Pour qu'ensuite on se dise, au niveau national, l'investissement national serait environ de tel ordre, et ensuite à chacun d'évaluer si le jour on vaut la chandelle par rapport à ce que ça apporte. Un commentaire sur le fait qu'aujourd'hui, tous les citoyens, mais ça vaut pour les cadres dirigeants, les ministres, les chefs d'entreprise, tout le monde a un ordinateur, un micro-ordinateur dans sa poche. Et effectivement, le combat que l'on mène, c'est celui des services performants, qualitatifs et ergonomiques. Vous convainquez les utilisateurs pas par la menace ou pas par l'obligation, vous les convainquez parce que le service qui est proposé est réputé bon, qui est attractif, il est facile à utiliser et il rend le service attendu. En fait, Chap, ça a été pensé comme ça. Il n'y a jamais eu de contraintes ou de consignes aux agents de l'État pour leur dire « utilisez Chap ». D'ailleurs, ce n'est pas un service privé, c'est un service de l'État. Nous sommes appuyés sur un logiciel développé en open source par une entreprise, mais on a internalisé la technologie, on l'a déployé sur les serveurs de l'État, et ce sont des agents publics aujourd'hui qui opèrent ce service avec l'appui de prestataires. Mais enfin, ça reste un service fourni aux agents de l'État. Alors la question que vous posez, je pense qu'elle est politique avant tout. Est-ce que c'est demain, est-ce qu'on doit considérer que la messagerie instantanée, c'est un service public à fournir aux citoyens? Moi, je peux vous donner une conviction personnelle. Je pense que oui. Je pense que c'est un service intéressant parce qu'il a prouvé sa valeur auprès d'un panel d'utilisateurs relativement limité, qui sont les agents publics. Il a conquis 250 000 agents sans contrainte. Dans les 250 000 agents, on a énormément de forces actives, police, gendarmes, etc., qui y voient un moyen de communication temps réel sécurisé, parce que c'est chiffré de bout en bout. On y ajoute progressivement des nouveaux services, comme la téléphonie. Bon. Donc il y a un plan de croissance de ce service qui pourrait devenir un service public. Après, l'avis que je vous ai donné, c'est un avis d'ingénieur, parce qu'effectivement, le produit a le potentiel pour rendre ce service. Est-ce que, politiquement, c'est souhaitable que l'État opère la messagerie instantanée de tous les Français? Je pense que ça pose tout un tas de questions en matière de défense ou de protection des libertés personnelles. On sait que ce sujet est souvent hystérique. Et donc, je ne suis pas certain de considérer qu'au final, ce sera vraiment la bonne réponse à apporter. Sans nul doute, c'est meilleur qu'un service proposé par des entreprises privées dont le modèle économique repose sur la valorisation de la donnée que vous leur confiez. Forcément, ça sera meilleur. Est-ce qu'il est acceptable à l'échelle nationale? À mon avis, c'est au Parlement de se saisir de ce sujet. Chers collègues, si... Plus de questions, Monsieur Beaune. Une question quand même sur le modèle Chap, justement. Est-ce qu'il est prévu que ce soit partagé dans un deuxième temps, peut-être avec des protections pour nous, avec d'autres pays européens? Est-ce que d'autres pays européens ont mis en place des systèmes similaires? Est-ce qu'il y a une réflexion au niveau européen, je pense au cadre RGPD, de protection et de partage de données? Bon, alors, tout d'abord, je n'ai pas répondu à votre question sur le coût de Chap. Aujourd'hui, le coût unitaire
avec le nombre d'utilisateurs que j'ai indiqué, il est inférieur à 5 € par an et par utilisateur. Mais évidemment, plus le nombre d'utilisateurs va grossir et plus ce coût unitaire va fléchir. Sur l'extension du service, peut-être qu'il y a quelques informations notables. On a des collectivités territoriales qui nous ont demandé de pouvoir accéder à CHAP. On a des hôpitaux qui nous l'ont demandé. L'assurance maladie nous a demandé de pouvoir y accéder. Donc on voit bien qu'au-delà du strict périmètre État, on a des acteurs qui participent au service public qui se disent c'est probablement mieux qu'un télégramme, qu'un signal ou qu'un WhatsApp. Au niveau européen, c'est très intéressant là aussi. On a été contacté par plusieurs États membres qui souhaitent qu'on leur présente ce qui a été fait avec CHAP. Et dans les discussions avec mes homologues européens, ça va faire partie des pistes de coopération européenne potentielle. Bon, j'espère que dans le cadre de la PFUE, de la présidence française de l'Union européenne, donc de début d'année prochaine, on verra d'autres États membres s'intéresser et vouloir participer, parce que je dis participer parce qu'évidemment ça nécessite des investissements et pas uniquement une utilisation sur étagère du service, mais vouloir participer à l'émergence de ce service qui pourrait être un service européen. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous avez une dernière question? Non, peut-être juste pour rebondir finalement là-dessus. Donc je suis étonné mais très content de votre réponse parce que quand on est dans une fonction comme la vôtre, le corps de métier, j'allais dire, c'est opérer des services pour les services publics et le fait de dire que la mission peut être étendue jusqu'à opérer l'ensemble du grand public, on va dire, presque ne plus être que la DSI de l'État mais la DSI de la nation, c'est quand même un pas considérable. J'ai bien noté le coût de moins de 1 € par mois finalement, et encore il pourrait... Donc effectivement, il faut se poser la question de savoir si le jeu en vaut la chandelle, sachant que pour ma part, je pense qu'on aurait tout intérêt à étudier le modèle aussi, plutôt que de développer forcément en interne, de pousser une entreprise française ou européenne à le faire pour qu'elle aille aussi conquérir le monde. Voilà, il y aurait un modèle, on va dire, pertinent à étudier qui ne serait pas forcément... une maîtrise 100% publique, mais voilà, en tout cas, une certaine maîtrise de la puissance publique, on va dire. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour cet échange, et pour ma part, Monsieur le Président, j'ai fini mes questions. Je pense que mes collègues aussi. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Et puis, voilà, on vous fera part de notre rapport, enfin du rapport de Monsieur Gassiou lorsqu'il sera terminé. Merci à vous. Merci à vous également.